Les conditions pour y rentrer ne sont pas réunies. Et ces conditions, nous les connaissons. Donc, quand vous dites, vous avez failli, vous trouvez... Vous avez failli, ça ne veut pas dire que vous y êtes allé. Non, nous avons dit non. Nous n'irons que s'il y a dialogue et s'il y a gouvernement d'union nationale. Nous le disions dès le lendemain du fameux chaos. Donc, il n'y a aucun... Sur cette question-là précise, justement, il a été dit que vous étiez un petit peu trop, en guillemets, gourmand, vous avez trop exigé, vous avez trop beaucoup de choses. La question, c'est jouer sur le nombre de portefeuilles. Franchement, moi je peux vous dire c'est faux. Moi je peux vous dire c'est faux. Ça n'a jamais porté sur ça. Nous avions des principes. Dès la fin des élections de 2011, nous avons dit si le chef de l'État tend la main, dans de bonnes conditions, fait le dialogue national et nous propose dans tout gouvernement, nous n'allons pas refuser parce que le Bénin est la chose de nous tous et nous avons tous intérêt à ce que le Bénin aille de l'avant. Donc nous n'avons jamais failli rentrer au gouvernement. Si quelqu'un dit ça, c'est faux. Excusez-moi, c'est faux. Nous n'avons pas été gourmands. Pour qu'on dise qu'on a été gourmands, il faudrait d'abord qu'on soit tombé d'accord sur le nombre de ministres. Mais jamais la discussion n'a porté sur ça. Jamais. Jamais. Donc c'est des affabulations. Nous y sommes habitués. Nous ne faisons jamais rien de bon pour les Béninois. Nous sommes habitués à prendre les coups, comme vous le dites, mais nous sommes résilients parce que nous estimons que ce que nous faisons est bon pour le pays. Voilà notre motivation. Alors si vous voulez rentrer dans le détail, on va poursuivre. Il n'y a pas de problème. Alors vous avez parlé de l'entrée de mon fils à la Sénat. On a prévu aborder toute la question. Donner le contrôle de la Sénat au gouvernement, de dérouler l'émission en fonction de différents sujets que nous avons retenus. Et je suis heureux d'être là devant vous aujourd'hui pour en parler parce que je suis persuadé qu'après cette émission, tous ces malentendus seront dissipés. Justement, Monsieur le Président, nous allons commencer et suivre le rythme auquel nous sommes convenus lors de la préparation. Nous allons parler des universités de vacances du Parti du Renouveau démocratique. On l'a dit, c'est une habitude que vous avez amenée au niveau du pays et on a pensé que ça allait faire un feu de paille, mais depuis, ça continue. Pourquoi cette université de vacances et quelle est la spécificité de celles qui vont se dérouler cette année? Merci infiniment. L'habitude a été prise de faire des unités de vacances parce que la réunion du congrès ordinaire de notre parti se fait avec une périodicité de 5 ans. Pendant ces 5 ans, bien des choses se déroulent, bien des situations interpellent le parti qui n'avaient pas été prises en compte au moment du congrès. Donc, nous avons instauré ces universités de vacances pour que les cadres, les responsables du parti puissent accompagner la direction nationale du parti et le bureau lui-même dans les prises de décision qui engagent le pays, qui engagent le parti pendant l'intervalle de ces universités de vacances. C'est un forum de cadres. Bien évidemment, les résolutions, les recommandations qui sont faites par les universités de vacances sont prises en compte par le bureau, sont adoptées ou rejetées, et une fois qu'elles sont adoptées ou rejetées, deviennent la loi du parti en attendant la prochaine réunion du congrès ordinaire du parti. Voilà l'objectif de ces universités de vacances. Je crois que nous en sommes à la 5e édition. Je crois pouvoir dire que non seulement c'est une innovation que nous avons introduite dans le paysage politique béninois, que nous-mêmes nous trouvons que cette innovation nous réussit, sans compter que c'est aussi une occasion de mobilisation. Vous avez vu ce qui s'est passé à Cotonou il y a 2 ans, vous avez vu ce qui s'est passé à Semenpodji l'année dernière, et je suis persuadé que à Vrancou, en tout cas d'après ce que me disent les responsables de la localité, eh bien, nous verrons encore mieux une meilleure mobilisation qu'à Semen. C'est bon pour un parti de pouvoir mobiliser. Le thème, combien de ministres sont attendus cette année? Combien de ministres? Vous avez parlé de Semenpodji et de Cotonou. Oui. Combien de ministres du gouvernement sont attendus? Tout dépend du thème. Vous savez, c'est un forum. Ce n'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas une auberge espagnole. Ce n'est pas un marché. Donc, en fonction du thème choisi, la présence de tel acteur est nécessaire en fonction de ce... Non, là, nous n'en avons pas invité parce que c'est la loi électorale. Nous n'avons pas besoin de la présence de ministres à cette rencontre. Par contre, lorsque nous avons fait notre séminaire sur le PVI et la politique
cotonnière. Bon, nous avons voulu que le gouvernement soit présent pour nous expliquer sa politique en matière de PVI, en matière de coton, et nous avons voulu aussi que les acteurs du PVI, les acteurs de la filière cotonnière viennent aussi nous expliquer. Et ça a été un forum extraordinaire. On a entendu le ministre Dianotin parler du point de vue du gouvernement sur le PVI. On a entendu le ministre Sabé Katé sur la politique du coton. Et on a entendu Kodo nous parler de PVI avec compétence. Nous avons entendu des cadres nous parler de la filière coton. Ce que nous avons déploré, c'est que le principal protagoniste de la filière, c'est-à-dire la Sodeco elle-même, ne soit pas venu à ce forum-là, parce que ça nous aurait permis de réfléchir après et de faire des propositions aussi. Voilà. Justement, monsieur le Président. Donc cette année, alors non, donc l'année dernière, nous n'avons pas invité de ministre. Nous n'avons pas invité de ministre parce qu'il s'agissait de la gouvernance et nous n'avions pas pensé qu'il était nécessaire. Le gouvernement est venu. Nous ne les avons pas invités. Quand nous les avons invités, vous avez vu, ils ont participé. Ils ont fait des communications, ils sont intervenus dans le débat et ça a enrichi nos débats. Mais là, bon, nous pensons que par courtoisie, ils sont venus à ses mains, mais nous pensons que la courtoisie aurait dû s'arrêter à ce qui se passe. Quand on invite d'autres partis politiques à venir à ce genre de forum, il faut une intervention à l'ouverture, mais ils ne viennent pas dans la salle des débats participer au débat, apporter la contradiction au débat. Et ça a été très mal vécu par le parti. Voilà ce que je peux vous dire. Vous voyez ? Justement, monsieur le Président, vous avez dit que c'est une bonne innovation, tout le monde en convient, vous le faites, ça permet au parti de ne pas dormir entre deux congrès, mais le problème, le constat, malgré ces universités de vacances, c'est que le PND devient comme une peau de chagrin. La plupart de vos différents maires, ils vous quittent. La plupart des cadres, ils s'en vont. Merci. Mais qu'est-ce qui explique cela ? Écoutez, merci de parler de ça. J'ai l'impression que nous risquons de laisser le problème essentiel. Quand on dit le PRD devient une peau de chagrin, on dit tellement cela que si on doit écouter ceux qui disent ça, mais à Vrankou, il n'y aura personne. Mais venez à Vrankou. Regardez, nous sommes aujourd'hui dimanche, mais venez samedi. S'il y a moins de 10 000 personnes, alors c'est pas le PRD. Oui, mais attendez, à Chemin, on avait dit ça. Et il y avait eu moins de 7 000. Alors demandez aux autres partis, puisque nous sommes 200 partis au Bénin, enfin, demandez-leur de faire pareille mobilisation chaque année, d'animer la vie politique comme nous le faisons. Le Bénin doit se féliciter de l'existence du PRD, c'est mon point de vue. Tous les partis politiques, y compris les tout jeunes, sont également capables de mobiliser du monde. Qu'ils le fassent, mais ce serait tant mieux. Nous constatons. Votre capacité de mobilisation, on n'en disconvient pas, mais vous devez aussi constater avec nous que des personnalités vous quittent. Les personnalités qui nous quittent savent les raisons pour lesquelles elles sont venus au parti. Nous constatons que la direction du parti existe, que la ligne du parti n'a pas changé d'un iota. Si vous prenez notre congrès de février 2012, vous verrez que tout ce que nous avons dit, nous sommes en train de le mettre en œuvre ligne par ligne. C'est ça un parti. Mais ceux qui viennent parce qu'ils pensent qu'en venant, ils obtiennent un avantage, un poste, qu'une fois le poste obtenu, ils s'en vont chercher meilleur poste ailleurs, mais ils sont libres. Mais ils continuent leur chemin. Le parti continue son chemin. Je voudrais vous faire remarquer qu'aucun de ceux qui nous ont quittés depuis 20 ans n'a réussi à faire chemin. Aucun. Je ne veux pas citer de nom, mais il n'y en a pas un seul qui a réussi. Il a réussi à se faire réélire. Vous permettez. Il n'a pas connu d'autres promotions. Qui ça? Non, c'est-à-dire qu'ils ont été élus avec nous, et puis ils nous ont quittés. C'est bien, liberté. Enfin, après, c'est fini. Mais ne faut-il pas aussi attendre? J'aimerais bien qu'on arrête là, parce que je ne voudrais pas flécher des anciens camarades. Je ne voudrais pas faire du mal à qui que ce soit. Vous avez des raisons de le faire? Je constate, et les militants le disent. Bon, ils nous ont quittés, mais ça leur a donné quoi? C'est vrai, ils ont peut-être obtenu un poste qui est un poste de ministre, ça n'a pas duré longtemps, qui est un poste de préfet, bon, ça n'a pas duré longtemps. Mais le parti continue. Le parti, vous verrez, mais venez à Vrankou. Vous avez des capacités de prévision puisque certains sont toujours en poste, mais vous dites que ça ne dure pas longtemps. Mais nous allons continuer justement. Monsieur le Président. Aujourd'hui, regardez, Monsieur le Président, tous les maires de l'OME, à une exception près, ont été élus PRD. Tous les maires. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 2 qui sont restés
PRD. Nous allons voir, peut-être que c'est là où les faits vont nous donner, nous allons voir si ceux qui nous ont quittés après avoir bénéficié de notre soutien, nous allons voir s'ils vont être réélus maires à la prochaine occasion. Et nous allons voir si ceux qui sont restés seront ou pas élus. C'est à ça qu'il faut mesurer l'importance, la force d'un parti. Ce n'est pas quand les individus partent. Oui, mais Monsieur le Président, non, on peut parler quand même des individus, parce que vous avez parlé par exemple de ceux qui vous ont quitté, qui ont fait chemin inverse, qui sont partis dans le camp d'en face. Mais on en a connu aussi qui vous ont quitté, qui sont restés juste là, ont refusé de vous critiquer, et font leur chemin peut-être au plan académique universitaire, pour ne pas le nommer votre ancien directeur de cabinet. Non, nous ne personnalisons pas. Vraiment, nous ne sommes pas là pour personnaliser le débat. Parlons des sujets importants. Oui, nous allons parler de ces sujets. Le PRD, ce n'est pas une... Regardez, j'ai 72 ans. Si Dieu me prête vie, je ne serai pas actif pendant encore plus de quelques années. Mais je suis persuadé que le PRD va continuer. C'est ça qui est important. Je voudrais que ce soit la même chose dans tous les... Excusez-moi. Je voudrais que ce soit la même chose pour tous les partis politiques du Bénin. Nous avons 25 ans d'âge officiellement. Je vais partir là bientôt. Mais je suis persuadé que le PRD va continuer. Il faut nous féliciter de ça. Non, mais il n'empêche pas de... Et en rester là. Et dire, souhaitons que les autres partis, surtout les grands partis du Bénin, fassent la même chose. Parce que la démocratie béninoise a besoin de repères. La démocratie béninoise a besoin de partis qui soient pérennes. Certains partiront, mais il y a les jeunes, ceux qui ont voté pour nous il y a 25 ans. C'est pas eux qui vont voter pour le PRD la prochaine fois. Donc, il y a quand même un renouvellement. Mais si vous ne faites pas aussi de l'autocritique pour voir les causes pour lesquelles les gens s'en vont, si vous ne regrettez pas certains départs, est-ce que l'érosion ne va pas... Si nous ne faisions pas de l'autocritique, nous ne ferions pas d'université de vacances. Moi, je voudrais que ceux qui sont partis viennent sur votre plateau et dire, nous sommes partis parce que si, parce que si, parce que si. Oh, je n'en ai pas vu un seul en 25 ans qui soit venu sur le plateau dire au cours d'une émission, nous avons quitté ce parti parce que si, parce que si, parce que ça. Interpellez-les. C'est pas nous qui sommes partis, c'est eux qui sont partis. Par exemple, a beaucoup parlé. Il a même écrit. Il a dit quoi? Il a écrit, il a parlé, il a raison. Mais il n'a jamais critiqué le parti. Pourquoi il a quitté le parti? Il n'a jamais critiqué. Et comme il a quitté le parti et qu'il a créé son parti, ce qui fait la crédibilité d'un parti, c'est les élections. Lorsqu'il reviendra aux prochaines élections comme conseiller municipal de Cotonou, alors oui, je dirais chapeau, bravo, il a évolué. Lorsqu'il reviendra comme député à Cotonou ou à Porto-Novo, je dirais chapeau. Mais pour le moment, sincèrement, arrêtons. Je ne suis pas venu au niveau qui est le mien. Non, je veux qu'on s'entende d'abord. Je ne suis pas venu pour parler des individus. Électoral. Voilà. Alors, pourquoi ce choix? Pourquoi vous décidez de passer cette question-là? Voilà les questions qu'il faut poser. Sincèrement. Il faut lever le débat. Alors moi je vais vous dire ceci, que nous avons choisi le thème, le code électoral et les prochaines élections électorales, les élections au Bénin, parce que c'est un sujet de grande préoccupation. D'abord, nous sommes en démocratie. L'un des fondamentaux de la démocratie, c'est d'organiser des élections, de les organiser de façon régulière, à bonne date, et de les organiser de façon transparente, c'est-à-dire avec une loi électorale juste, avec une organisation transparente, avec une liste électorale qui soit le reflet de la réalité et avec des résultats qui, conséquence de ce que je viens de dire, ne soient pas trop contestés. Voilà. Ensuite, préoccupation parce que le pays est quand même traumatisé par ce qui s'est passé en 2011. Je ne dis pas l'opposition est traumatisée, je ne dis pas le PRD est traumatisé, je ne dis pas Adrien Ngouillet, le pays est traumatisé par ce qui s'est passé en 2011. Et tout le monde vit dans l'espoir qu'il y aura bientôt de nouvelles élections et que les irrégularités, les fraudes qui ont émaillé les élections de 2011 seront évitées et que nous aurons de bonnes élections. Donc c'est un sujet de préoccupation. J'ajoute que nous sommes dans une situation où les élections municipales qui devraient se dérouler depuis 1 an et demi ne se sont pas déroulées et que même aujourd'hui nous ne savons pas encore
Quand est-ce qu'elles se dérouleront? Donc c'est des sujets de préoccupation, et un parti comme le PRD a le devoir de contribuer au débat, et cette université de vacances a pour objectif de dire ce qui a été fait, de dire où nous en sommes, où en est le pays, et de dire quelles sont les perspectives électorales. Voilà pourquoi nous avons fait cette université. Oui, mais justement, Monsieur le Président, c'est bon qu'il faut parler du code électoral, mais avant le code électoral déjà, il y a un principe, celui posé par la Cour constitutionnelle, aller aux élections avec la LEPI, une LEPI qui tarde, une LEPI qui ne sort pas, et jusque-là, les populations ne savent pas à quel sein se vouer, et vous l'avez dit, la démocratie, le principe cardinal, c'est l'organisation des élections. On a raté, il y a de cela 1 an et demi, on ne sait pas si on pourra rattraper cela. Il y a des échéances en vue, personne ne dit rien et la situation est comme ça, et finalement on se demande si l'État démocratique continue. Merci. Moi je souhaite que chacun prenne sa part de responsabilité. Nous avons toujours assumé. Quand nous faisons quelque chose, nous pouvons bien agir ou mal agir, mais nous assumons. Alors, si on veut parler de la LEPI et de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, il faut faire un historique. Faire un retour d'abord en arrière. Le retour en arrière, c'est quoi? On a fait des élections en 2011. Tout le monde a crié. Le chaos, c'est une fraude. Le chaos, c'est une mascarade. Le chaos, c'est un hold-up. Tout le monde. Il était difficile de faire entendre notre voix. Pourquoi? Parce que lorsque nous disions ça, nous avions contre notre opinion, l'Union européenne, le PNUD, la France et le PNUD, qui disaient non, ça a été parfait. Votre LEPI a été une LEPI parfaite. Tout le monde le sait, ça. Je n'invente rien en le disant. C'est difficile pour un petit Bénin. C'est difficile pour un petit parti. C'est difficile pour un candidat déclaré vaincu de dire non, c'est de la fraude et d'être entendu. Nous avons joint nos voix à tout le pays, à tous ceux qui dans le pays considéraient que c'était une fraude énorme. Nous en étions là lorsque, à la demande du président Yahya Boni, qui avait à un moment donné présenté quelques vagues excuses au peuple, l'OIF, à la demande du président Yahya Boni, a déposé un rapport sur notre LEPI. Et en termes diplomatiques, c'est normal, en termes ampoulés, l'OIF a dit pour l'essentiel que notre LEPI n'était pas bonne. Nous sommes emparés de ça, de ce document de l'OIF. Nous sommes allés voir le chef de l'État. La première fois que j'ai vu le chef de l'État et qu'on a dit ça y est, ils sont allés prendre la main tendue, ils sont allés prendre 2 milliards ou je ne sais pas combien de milliards. La première fois que j'ai vu le chef d'État, c'était ça, c'était avec le dossier, le document OIF. C'est même sur le président. Écoutez ce que dit le peuple. Lisez ce que dit l'OIF à votre propre demande. On ne peut pas rester comme ça. Il faut bouger. Et c'est de là que nous avons dit, pour faire bouger les choses, nous allons nous autres faire un séminaire. Le PRD va faire un séminaire sur la LEPI. Pour ce séminaire, nous avons fait appel à des cadres nationaux, car il n'y a presque aucun domaine de l'activité humaine aujourd'hui où les Béninois ne soient pas capables d'agir tout seul. Nous avons fait appel à des cadres comme Macpenon, comme Olide, comme Amegidji, et des cadres aussi de partis comme Zossou Emmanuel. Nous avons fait appel à des structures étrangères pour nous dire, écoutez, nous voulons faire un séminaire sur la question. Faites-nous ce travail. Le travail a été fait. Il a été bien fait. Nous avons, à la suite de ce document que j'ai ici, depuis mai 2012, nous avons fait, tirant leçon de ce qu'il y a dans les travaux du séminaire, nous avons fait une proposition de loi de correction de la LEPI. Bien sûr, ça n'a pas plu à tout le monde parce que c'est normal, dans l'opinion, il y avait des gens qui pensaient qu'il faut tout raser. Il faut tout raser. Le gouvernement ne voulait pas tout raser. Les partenaires au développement ne voulaient pas en attendre parler parce qu'ils ont mis 40 et quelques milliards dedans. Bon, nous avons fait cela. Nous avons soumis ça à l'Assemblée et le document a plu. L'Assemblée a fait un groupe de travail
un groupe de travail a été constitué à l'Assemblée, un groupe de travail qui inclut la mouvance et les autres formations présentes à l'Assemblée. Et c'est ce groupe de travail qui a amendé nos propositions et c'est cela qui a sorti la LIPI. Donc le PRD a pris une grande part dans ce qui a été fait. Lorsque vous globalisez, vous généralisez, je dis non. Il y a une situation dont notre pays a hérité, qui était mauvaise. Nous avons, avec tous les autres, dénoncé la situation, mais mieux que les autres, nous avons fait un séminaire. Nous avons traduit les résultats du séminaire en une proposition de loi électorale. Nous l'avons déposée à l'Assemblée et par consensus, après les amendements, bien sûr, l'Assemblée a adopté. Je voudrais à cette occasion remercier l'Assemblée nationale tout entière, toute tendance confondue, pour cette ouverture d'esprit qui a permis d'avancer. Alors, vous me direz, mais est-ce qu'on a avancé? Tout à fait. Ah, j'imagine que c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit, mais la LIPI, la nouvelle LIPI, elle est où? Alors, là aussi, il faut situer les responsabilités. Allons-y. Oui, je vous ai dit la part que le PRD a prise. Je suis persuadé que la LIPI qui a été proposée, qui est actuellement sur le tapis, est une bonne LIPI. Si vous voulez, nous allons... Quels sont les éléments que vous dites qu'aujourd'hui, elle est une bonne LIPI? Je vais vous dire, vous et moi, nous ne sommes pas là-dedans. Mais nous écoutons. Nous observons. Vous avez assez de représentants dedans. Vous avez 2 honorables députés. Oui, mais pas nous seuls. Donc pas dire que non, mais pas nous seuls. Non, mais pas nous seuls. Vous, par rapport à nous. Oui, nous avons 2 honorables. Et croyez-moi, ils auront chaud samedi prochain à Vancouvre, parce qu'ils vont être... Pour quelle raison? Parce que les gens veulent savoir. Les militants veulent savoir. Et c'est normal. Nous avons 2 représentants. L'UN a 2 représentants. La mouvance a 5 représentants. Et ils font du bon travail. Le travail qu'ils font est basé sur la loi. S'ils faisaient du mauvais travail, vous qui êtes à l'extérieur, vous auriez eu des échos quand même. Un homme comme Vlavonou, un homme comme Rossi n'aurait pas couvert des ignominies par leur silence, tout comme Wanwebla et tout comme Renfort, puisque l'objectif ce n'est pas de frauder mieux que ceux qui ont fait 2011, c'est de corriger. Alors ils sont en train de corriger. Ils ont fait un travail formidable, c'est beau. Je n'ai pas dit qu'ils ont fini. À quoi sert donc toute cette démarche de qualité que vous semblez apprécier si ça ne peut pas nous permettre de tenir dites-moi d'abord si c'est une mauvaise démarche, parce que il faut être objectif. Non, attendez, dites-nous si c'est une mauvaise démarche de crier à Ross sur le baudet et de s'en tenir là, point, ou bien de crier à Ross sur le baudet, mais de réfléchir et de faire des propositions de sortie des difficultés. C'est ça la démarche. Est-ce qu'il vaut mieux se contenter de dénoncer, de dire c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon? Ma question est liée à la mise en œuvre de la proposition. Elle est faite et elle a obtenu l'accord des autres acteurs et la LIPI a d'être corrigée, mais ça prend du temps. Oui, voilà. Là, je suis d'accord avec vous. Et c'est là où, encore une fois, vous devez interpeller le gouvernement. D'après ce que dit Sakalafia, d'après ce que nous disent les autres membres du COSLEPI, ils disent mais nous ne pouvons avancer qu'en fonction des ressources dont nous disposons. Oui, mais ce langage-là, il est récent. On a vu l'honorable Ahonwebla, qui fait partie de votre formation politique, à la sortie d'une audience à la présidente de la République, dire que nous ne devons plus nous en prendre au gouvernement et que plutôt à eux. Oui, il a dit ça, mais vous savez, le gouvernement, vous-même vous m'avez dit tout à l'heure, le gouvernement promet une chose. Vous sortez d'audience, le gouvernement promet une chose. En réalité, il ne le fait pas. Vous savez bien qu'à ce jour, le gouvernement doit leur payer encore 3 milliards pour qu'ils finissent le travail. Enfin, mais justement, par rapport à ce montant-là, le gouvernement dit qu'il faut aller à un audit, il faut évaluer. Qu'est-ce que vous pensez en tant que chef de parti? Malik, oui. Vous savez, moi, je ne vends pas mon âme au diable. C'est une mauvaise querelle. Ça ne tient pas à ce que dit le gouvernement. Ça ne tient pas. Mais pourquoi? La LIPI, le COSLEPI a un budget. C'est une institution autonome financièrement, dont le budget a été voté par l'Assemblée nationale. C'est 9 milliards. Tant que vous ne leur avez pas remis
Les 9 milliards jusqu'au dernier sou, vous ne pouvez pas dire qu'ils ne font pas le travail. Non, vous leur mettez les 9 milliards, ils font le travail. Et vous avez le droit, même le devoir, d'envoyer un audit. Je vous ai donné 9 milliards. Maintenant, rendez-moi compte de ce que vous en avez fait. Alors, on ne dit pas ça. On dit, écoutez, avant qu'on ne vous donne les 9 milliards, on va d'abord voir ce que vous avez fait. On va faire un audit. L'audit peut durer 6 mois. L'audit peut durer 1 an. L'audit peut jamais ne venir. Alors, ayez le courage, vous-même, journalistes, de prendre les responsabilités. Qui est responsable? Oui, c'est pas la classe politique, c'est pas les députés, c'est le gouvernement. Monsieur le Président, lorsque c'est le gouvernement, nous avons dit par exemple qu'il est du bon droit du gouvernement d'aller auditer, mais on ne peut pas arrêter le processus, on doit pouvoir donner les moyens. Voilà. Et nous avons dit que ne pas le faire ainsi, c'est peut-être parce qu'il y a un calendrier caché que nous ne connaissons pas. Alors, mais par rapport à cette question-là, pourquoi le Parti du Renouveau démocratique ne dit rien? Mais comment ça? Mais enfin, c'est-à-dire que d'abord, moi je veux une chose. Le Parti du Renouveau démocratique n'est pas le seul parti au Bénin. Hein? Ce n'est pas le seul parti au Bénin. Il y a 200 partis. Attendez, demandez à chacun des 200 partis de prendre leurs responsabilités et de dire, je suis persuadé que si toute la classe politique dénonçait comme nous le faisons, parce que nous avons dénoncé, j'ai fait exprès ici d'apporter les communiqués. Je crois que personne ne lit les communiqués. C'est parce qu'on ne lit pas les communiqués que nous allons faire l'université. Nous avons dénoncé le gouvernement. Non, soyez sérieux. Donnez l'argent. Vous avez 40 milliards pour faire la LEPI. Avec 9 milliards, ils veulent mettre ça en bon ordre. Et vous refusez. Encore que personne ne s'est préoccupé d'aller auditer les 40 milliards. Par rapport à la responsabilité de 40 milliards, c'est le gouvernement et les partenaires au développement. Par rapport à la responsabilité du gouvernement, vous avez dit que le gouvernement est responsable de cette situation, mais vous, on vous voit maintenant de plus en plus au contact avec le chef de l'État. Vous voyez, il semble que vous avez de bonnes relations, mais pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas ce atout pour essayer je ne voudrais pas, de lui parler, essayer de le convaincre, je ne voudrais pas, mon cher André, je ne voudrais pas qu'on conjecture, qu'on imagine. Non, ça ne se passe pas comme ça. Les discussions entre responsables d'un certain niveau, quand on les a, on ne vient pas sur la place publique dire on a discuté de ça, on a dit ceci. Non. C'est aujourd'hui pour la première fois que je vous révèle que ma toute première rencontre avec le chef de l'État télévisé et tout, c'est à propos de la LEPI. Vous ne savez pas ce que je lui dis, vous ne savez pas ce qu'il me dit. Mais vous savez que je suis un homme de conviction. Donc la preuve, je ne me gêne pas pour vous dire ce que je vous dis, je dénonce, je suis contre ce que fait le gouvernement. Donc, je ne voudrais pas que notre émission soit encore une émission de polémique. Laissez-moi dire ce que... Oui, mais justement, Monsieur le Président, nous allons revenir sur la question de la LEPI et nous dire ceci. Est-ce que vous avez dit que vous allez dénoncer, mais si le gouvernement persistait dans son jusqu'au-boutisme, que moi je trouve de mauvaise loi, à ne pas donner de l'argent, que fera la classe politique? Est-ce que nous devons aller... Malik, non, je ne suis pas d'accord avec. Je ne suis pas d'accord avec cette façon de procéder. Je ne suis pas la classe politique. Je suis le PRD. Je peux répondre de ce que fait le PRD. Je ne veux pas répondre de ce que font 200 partis politiques. Nous allons faire une université de vacances. L'objectif sera de décortiquer la loi électorale, donc de décortiquer les travaux de COS LEPI et de dénoncer ce qu'il y a à dénoncer. Si c'est le COS LEPI qui est en tort, nous le dirons. Si c'est le gouvernement qui freine, nous le dirons. Vous contenterez seulement de dénoncer? Qu'est-ce que nous allons faire? Après, quand vous avez dénoncé, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il faut faire les marches. Moi j'ai 72 ans, hein. Je suis les marches, je ne suis pas partie prenante aux marches. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut que dénoncer. Non, il y a d'autres méthodes de contestation. Allons-y. Vous pourriez vous retrouver au niveau de la classe politique, discuter pour dire par rapport à cette question, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Les clivages vont encore continuer par rapport à cette question qui est une préoccupation nationale. Encore une fois, moi je réponds du PRD. Je ne réponds pas de la classe politique. C'est une notion trop floue, trop vague. Par exemple, on ne fait pas les élections municipales. Mais nous avons dénoncé la situation. Et nous avons dit, nous allons faire une proposition de loi pour organiser une liste électorale informatisée ad hoc pour qu'on puisse faire les élections municipales.
si vous me demandez, mais est-ce que vous avez déposé cette proposition, que je vous dis, ah non, on a fait un communiqué, mais on n'a pas déposé. Là, vous auriez raison de m'interpeller, de me critiquer. Mais nous avons dit que nous allons le faire. Nous l'avons fait. C'est devenu quoi? Maintenant, c'est parti dans le circuit. Ça a été lu à l'Assemblée nationale en plénière. C'est parti en commission. Et puis, depuis, plus rien. La seule réaction que nous avons eue, c'est une réaction de la Cour constitutionnelle qui est arrivée après en disant si la LEPI n'est pas faite, il n'y a pas de liste d'élection. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi du PRD? Nous allons seuls porter le fardeau, la croix de tout le Bénin. Oui, mais non, vous exagérez. Vous exagérez. Le PRD a 25 ans d'opposition. Oui. Il a le droit d'être fatigué, le PRD. C'est encore nous qui faisons ça. Mais dites-nous que vous êtes fatigué, monsieur le président. Le parti n'est pas fatigué. Mais les autres, supposons que le PRD dise, bon, mais nous, on reste les bras croisés. Que font les autres? Mais attaquez un peu les autres. Laissez le PRD tranquille. Mais nous avons en face aujourd'hui le PRD. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Oui, encourager ceux qui font les choses. Ne leur tapez pas dessus tout le temps. Monsieur le Président, nous avons dit ici vos mérites, ce que vous avez pu apporter au renouveau démocratique. Mais au même moment... J'ai déjà dit tout à l'heure que c'est trop vague ce qui a été dit. Que je veux qu'on rentre dans le détail. Là, je rentre dans le détail. Parce que de plus en plus, vos compatriotes ont l'impression que vous vous dites, bon, maintenant que je suis fort clos, que bon, que le pays advienne que pourra, et que bon... C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est des malentendus, c'est des mauvaises querelles, c'est de la mauvaise foi. Rentrons dans le détail. Je suis venu parce que je me dis, nous allons rentrer. Nous allons rentrer dans le détail, justement, par du détail. Quelle, selon vous, l'amélioration qu'apporte le nouveau code électoral? Oui, je voudrais le dire franchement, je dis qu'il faut féliciter l'Assemblée nationale, toute contenance confondue. Il y a de grands progrès. Mais avant de dire les progrès qu'il y a, je ne veux pas entrer dans le détail des progrès, sinon mon université de vacances n'aurait plus de raison de tenir. Mais je voudrais dire qu'une loi, quelle qu'elle soit, n'est jamais parfaite. Comme toute œuvre humaine. Et que une loi, quelle que soit sa qualité, quelle que soit sa valeur, dépend de l'application qu'en font les hommes. Et que donc, même si la loi est bonne, comme je le dis, tout dépendra de la volonté politique de la mettre en œuvre, tout dépendra de la capacité des Béninoises et des Béninois de la mettre en œuvre dans de bonnes conditions. Sous cette réserve-là, je dis que le mérite de tout ce qu'il y a dans le code électoral aujourd'hui, c'est qu'à toutes les étapes du processus, il y a la mouvance présidentielle, c'est-à-dire la majorité parlementaire, et il y a la minorité parlementaire. À tous les niveaux. C'est un progrès extraordinaire. Dans le nouveau code, avant, les dépouillements allaient se faire à Cotonou, transportés par camion, matériel électoral. Aujourd'hui, il y aura au moins l'équilibre de la terrain. C'est par arrondissement. C'est-à-dire que vous votez, c'est dans l'arrondissement, tout de suite. On fait la compilation des résultats et chacun signe. Donc, le soir même, la nuit même, on est capable de dire que dans l'arrondissement X de tel endroit, voici les résultats. Et mieux, comme les hommes sont les hommes, avec leurs travers et leurs défauts, nous avons voulu que tout ça soit fait sous l'arbitrage de la justice. Oui, des magistrats, des avocats, des greffiers, ils sont là et c'est eux qui vont certifier ce qui s'est passé. C'est un progrès extraordinaire. S'il y avait eu cela en 2011, nous n'aurions pas eu ce qu'il y a eu. Mais j'ai tout de suite mis la nuance, j'ai dit, attention, les hommes sont les hommes, les hommes sont les hommes, la loi, elle est bonne sur papier, tout dépendra de l'application que les hommes. Voilà. Je peux donner d'autres exemples, mais je donne cet exemple-là, c'est patent et c'est le plus important. Il n'y a pas de l'épice s'il n'y a pas un consensus. Il n'y a pas de loi électorale, de bonne loi électorale s'il n'y a pas un consensus autour. Et c'est à ce consensus que nous sommes arrivés à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas député, mais en fait, j'ai contribué de loin comme j'ai pu. Et il faut en féliciter l'Assemblée nationale. Voilà ce que je veux dire. Je vais revenir sur la question de l'EPI. La Cour en a fait une conditionnalité pour l'organisation des élections dans notre pays. Le temps passe, on n'a pas organisé les municipales depuis bientôt 2
2 ans, les législatives sont déjà à nos portes. Vous allez encore me rendre responsable alors, ne faut-il pas, Maître Adjong Mbedji, que par exemple à l'Assemblée nationale, que vous entendiez la classe politique pour proposer une loi et aider la Cour constitutionnelle, ou à défaut la mettre à l'épreuve en proposant une solution alternative? Écoutez, moi je vais vous dire ce que je pense. Je dis les choses comme je pense. La Cour constitutionnelle, chargée de la régulation des institutions du fonctionnement, c'est une institution, je pèse mes mots, c'est une institution oxymore. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Qui évoque une chose et son contraire. La Cour constitutionnelle, c'est une juridiction. Il doit dire le droit. Hein? Le droit. Mais la Cour constitutionnelle, c'est aussi une institution politique par le mode de désignation de ses membres, par sa composition et par son mode de fonctionnement. Ils sont 7. Tous les 7 sont de la mouvance. Je pèse mes mots. Car 4 ont été désignés par le bureau de l'Assemblée nationale, qui est un bureau monocolore, et 3 ont été désignés par le chef de l'État. Donc les 7 sont de la mouvance. Alors, vous comprenez, je suis persuadé qu'ils font effort pour que le droit soit le droit. Mais la tentation est grande pour eux de mettre le droit au service de la politique. Je ne fais offense à personne. C'est ça la réalité. Alors aussi bien que quand on dit la cour, moi je suis réservé. Et quand nous allons approcher tout à l'heure le problème de la Sénat, je vais vous dire comment les choses sont passées. Et vous allez voir que nous devons réfléchir aussi à la composition, à la manière de désigner les membres de notre Cour constitutionnelle. C'est nécessaire, sinon nous n'allons pas avancer. En attendant, comment pensez-vous qu'on puisse sortir de l'impasse actuelle, organiser les élections? Moi je pense très sincèrement qu'on ne peut sortir de l'impasse que si le gouvernement et la Cour constitutionnelle veulent en sortir. C'est clair. La classe politique, les députés, les partis politiques, laissons-les tranquilles. Si le gouvernement ne veut pas, on ne fera pas. Si la Cour constitutionnelle ne veut pas, on ne fera pas. C'est ça la réalité. Oui, mais Monsieur le Président, nous sommes peut-être d'accord avec vous, mais arriver comme ça, à le dire et à le constater, à ne rien faire, c'est un peu comme tout ce que nous avons fait depuis la conférence nationale de février 90. Aujourd'hui, on en est arrivé à un point où il est possible que ces deux structures-là puissent prendre en otage tout un peuple. Écoutez, moi je vais plus loin que vous. Si vous avez dit les élections municipales ne vont pas avoir lieu, je peux vous dire que si d'ici 2 semaines, le chef de l'État n'a pas convoqué le corps électoral pour les élections municipales, nous ne ferons pas les élections municipales en 2014. Je suis précis, hein. Je dis, nous sommes aujourd'hui le 21. Si le 5 octobre, le corps électoral n'est pas convoqué, c'est devenu impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a les délais. Il faut convoquer le corps électoral 2 mois avant, et ces 2 mois avant, il faut que la LEPI soit sortie, il faut que la Sénat... Ça n'aura pas lieu. Il y a quelle faute? La faute au gouvernement. Et la faute à la Cour constitutionnelle qui dit, sans LEPI, il n'y a pas d'élection. Alors, nos compatriotes se disent, bon, ils veulent coupler. Cela est-il possible, un couplement des 2 élections organisées par 2 différentes institutions? Moi, j'ai lu la loi. J'ai vu que quelque part, il a été question de possibilité de coupler. Mais même ça. Je ne crois pas que quand vous aurez couplé, vous aurez répondu aux préoccupations. Parce qu'il faut d'abord se poser la question, pourquoi est-ce que le gouvernement traîne à organiser les élections? Pourquoi? Le gouvernement également répond en disant la classe politique, l'Assemblée nationale n'a pas mis la LEPI à disposition. Et vous croyez ça? On vous dit il faut donner 3 milliards, vous ne donnez pas. Écoutez, si c'est pour mener le débat de cette façon, c'est pas la peine qu'on reste là. Vous donnez une mission aux gens, vous ne leur donnez pas les moyens de faire. Non, mon cher ami, n'allons pas dans ce sens.
3 milliards, donnez-leur les 3 milliards. Vous avez pu trouver 40 milliards pour faire une fausse LEPI. Trouvez-leur les 3 milliards qui restent pour que nous ayons la LEPI. C'est ça le langage qu'il faut tenir. Dans les journaux, dans la presse, comme dans la classe politique. C'est ça qu'il faut tenir. Oui, mais M. Adrien Humbédié, vous venez de dire, vous posez la question pourquoi le gouvernement ne donne pas de l'argent. Pourquoi Moi j'ai ma réponse. Oui, donnez-nous-la. Oui, mais laissez-moi. Quand un gouvernement ne veut pas faire des élections, on sait pourquoi. C'est parce que ce gouvernement se dit qu'il va perdre. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Quand un gouvernement fait du dilatoire, ne veut pas faire des élections, ou bien c'est pour des raisons budgétaires, mais là ils ne peuvent pas évoquer des raisons budgétaires puisque le budget du COS-LEPI a été voté par le Parlement, c'est dans le budget de l'État. Ou alors c'est parce qu'ils vont perdre, ou alors ils ont une autre visée. Alors nous, notre réponse est la suivante. À ceux qui disent qu'on va coupler, nous disons, nous ne sommes pas sûrs que ce soit pour coupler, parce que ça va changer quoi? Même si on couple les élections, le gouvernement perdra là où il doit perdre. Dans l'OMI, il perdra. Dans la 15e circonscription électorale, il perdra. Bon, et dans d'autres régions du pays aussi, il perdra. Et ça ne lui règle pas son problème. Je vais gagner. Alors on dit, il va coupler. C'est-à-dire on va faire le même jour les municipales et les législatives. Ou décaler de quelques jours. Ça changera quoi? Le résultat sera le même, d'après moi. Le résultat sera le même. Il y aura un peu de cafouillage, un peu de désordre, mais le résultat sera le même. Donc ça ne sert à rien. Moi je crois plutôt, et nous avons déjà constitué un groupe de travail sur ça. Nous croyons plutôt, nous ne voulons pas jouer les Cassandres, qu'il y a une stratégie plus cauchemardesque que ça. Nous pensons que le gouvernement ne veut pas faire ni les élections municipales ni les élections législatives. Parce que raison. Oui, ben c'est évident. Si nous arrivons en avril 2015 et que l'Assemblée nationale n'a pas été renouvelée, ça veut dire qu'il n'y a plus de Parlement au Bénin. Si nous arrivons le 6 avril 2015 et qu'il n'y a pas d'élection législative, il n'y a pas de Parlement. À cette hypothèse-là. Non mais attendez, non mais. Laissez-moi développer mon hypothèse. Oui, c'est moi qui l'ai soulevé. Oui, non mais. Écoutez, laissez-moi la paternité de ce que je dis. Nous pensons qu'il n'y aura plus de Parlement. Et donc le problème de la majorité des 3/4 nécessaire pour réviser la Constitution sera résolu de lui-même. Je ne sais pas si vous comprenez. Le 6 avril, il n'y a plus de Parlement. Donc moi, il va passer au référendum. Il va faire son référendum directement, puisqu'il n'y a pas de Parlement. Je dis ça, je sais qu'il va m'écouter. Donc ce n'est même pas une question de couplage. C'est en fait arriver à la révision de la Constitution en sautant l'obstacle de l'Assemblée nationale. Car cette Assemblée-ci ne peut pas lui accorder les 3/4 dont il a besoin. Et la prochaine Assemblée qui arrive en 2015 ne lui donnera pas davantage les 3/4. Alors il vaut mieux se passer d'Assemblée nationale en laissant le mandat de cette Assemblée nationale se terminer. Et comme il n'y a plus rien, par ordonnance, il va gouverner par ordonnance et faire le référendum par ordonnance. Vous me direz que c'est le pire. Mais il faut commencer déjà à envisager le pire. Et je vous prie de me croire, au PRD, nous avons déjà mis sur pied un groupe de travail qui est en train de réfléchir à cette hypothèse, à savoir la fin du mandat de l'Assemblée nationale sans élection législative. Que faire? Justement, à cette question, M. Adrien Humbédié, ne faut-il pas aller au-delà des frontières du PRD et induire une démarche nationale dans la classe politique? Mais laissez-nous d'abord fait ce constat, laissez-nous d'abord finir la réflexion, nous verrons après. Je vous ai dit, nous avons fait le séminaire sur la LEPI, nous l'avons déposé. Bon, ça a marché. Ça a marché. L'ensemble de l'Assemblée nationale a accepté. Il y a eu consensus. Il y a eu des amendements. Nous ne sommes pas seuls. Il y a eu consensus. Nous avons déposé la loi pour faire les élections anticipées, Bon, l'Assemblée n'a même pas eu le temps de se prononcer que la Cour constitutionnelle a dégagé. Bon.
nous sommes en train de réfléchir. Et lorsque nous aurons réfléchi, nous allons dire le fruit de nos réflexions, nous allons le produire et voir ce que nous pouvons faire ensemble. On ne peut pas faire plus, nous. Oui, mais parce que tout le monde dit, mais le pire des... Enfin, le pire des... Enfin, vous exagérez. Nous ne sommes pas seuls, la classe politique. Non, Monsieur le Président, vous l'avez répété à satiété, c'est peut-être parce que beaucoup de vos compatriotes... Vous nous agressez, là. Beaucoup de vous. Mais Monsieur le Président, si nous arrivons à ces régimes d'exception, est-ce que vous ne pensez pas que ce serait suffisamment grave pour... C'est une catastrophe. Ce serait une catastrophe pour le pays. Ce serait une catastrophe, un pays où on ne fait pas les élections municipales, on ne fait pas les élections législatives, et il n'y aurait plus en face que face à face le président de la République et la Cour constitutionnelle monocolore pour gouverner le pays. Mais ce serait une catastrophe. Souhaitons que je souhaite que ce ne soit qu'une hypothèse de Cassandre, mais gouverner, c'est prévoir, diriger un parti, c'est prévoir, et nous allons, au cours de cette université de vacances, mettre en place un groupe de travail qui va se pencher sur la question. J'espère que le gouvernement vous a écouté, son chef vous ont suivi, la Cour constitutionnelle vous a suivi, les Béninois vous ont suivi, et que donc, si quelque part il y a un calendrier secret pour nous amener à ce scénario catastrophe qu'on ne peut pas imaginer, que très vite on puisse arrêter et que l'on donne les moyens au COS-LEPI pour continuer très vite son travail pour que nous puissions ne jamais connaître cette situation-là et que donc la LEPI sorte, que nous ayons aux élections et que le fonctionnement normal des institutions se poursuive. Parce qu'il y a un grand risque. Le grand risque, c'est que si nous allons à cette catastrophe, personne ne sait comment ça peut finir. Et donc ne tentons pas le diable. Justement, Monsieur le Président, nous sommes d'accord sur toute la ligne, vous et moi. C'est une bonne chose. Monsieur le Président, nous allons continuer, nous allons parler de la Sénat, la Commission nationale électorale. Non mais attendez, vous voyez que je corrige au fur et à mesure l'introduction de notre ami André Dossat. Je veux que l'émission permette justement de lever ces malentendus là, de corriger. Donc il y a un bon volet de votre introduction qui saute là, on est d'accord. C'était le but, allez-y. C'était de vous amener à sortir du bois. Oh, je n'étais pas caché dans le bois. Bon, c'est pas mon genre, je ne sais pas me cacher dans le bois. Allons-y. Hein? Et la mandat de 7 ans. Est-ce que vous pensez que c'est une évolution, c'est bon comme le code électoral? La Sénat a été institutionnalisée. C'est une bonne chose, mais on aurait pu faire mieux. Comment? On aurait pu faire mieux parce que tout à l'heure j'ai parlé d'une Cour constitutionnelle oxymore et j'ai tenté de dire la même chose de la Sénat. Pourquoi? Parce que l'organe qui coiffe cette Sénat est entièrement politique, avec cependant cette nuance de taille qui sont 5 et que sur les 5 il y a quand même 2 de l'opposition et 3 de la mouvance. Ça, ce n'est pas comme si c'était 7 mouvanciers. Vous cataloguez déjà la magistrate? Si vous voulez, nous allons. Moi, je veux qu'on parle de ça. Moi, je ne suis pas ici pour cacher quelque chose. Allez-y, Monsieur le Président. Vous voulez qu'on parle de ça? Donc, je veux dire par là que la Sénat institutionnalisée est une bonne chose, que c'est une bonne chose que toutes les 2 tendances de l'opinion, c'est-à-dire majorité et opposition, soient dedans. Maintenant, elle sera performante, elle sera efficace si ceux qui la composent ont l'élévation d'esprit nécessaire pour la doter d'une administration dépolitisée, basée sur la compétence. Si ceux qui la composent se lèvent au-dessus de leurs intérêts politiques et sachent qu'ils ont entre les mains un outil dont dépend toute la démocratie du pays. Donc je dis c'est une bonne chose que ça a été institutionnalisé, mais en même temps je dis que là aussi tout dépend de ce que les hommes vont en faire et moi je n'ai pas de conseil ni d'avis à leur donner, mais je pense que l'administration de cette Sénat sera
très important. Dans d'autres pays où la Sénat est institutionnalisée, c'est une véritable administration qui est là. Il y a un organe politique qui donne les orientations, les impulsions, mais c'est l'administration qui fait le travail. Voilà ce que je veux dire. Parlant de la composition de cette Sénat, vous avez estimé qu'il y a dedans 3 membres de la mouvance et 2 de la minorité. Pourtant, nous avons... Mais moi, vous savez, moi, je ne dis pas les choses comme ça, par hasard. Là aussi, il faut qu'on fasse un historique. Un peu d'historique, si on ne fait pas d'historique, vous faites de faux procès. Les racontars de la ville, c'est ça qu'on dit. Il faut qu'on fasse chose. Le Sénat, la loi a dit, le Sénat doit être composé de 5 membres, 2 de la mouvance, de la majorité présidentielle, 2 de l'opposition et un magistrat. Mais à partir de ce moment-là, c'est les magistrats qui envoient le nom de celui qui va siéger au titre des magistrats. Ils devaient envoyer 3 noms. Au PRD, notre position a été claire. Nous avons dit, nous devons respecter le choix des magistrats. Je crois que c'est M. Aloupé que je n'ai vu qu'une seule fois de ma vie, le jour où il est venu me dire qu'elle est candidat à ce poste. On dit non, je lui ai dit non monsieur, je ne vous connais pas, je ne cherche même pas à vous connaître. Vous avez été choisi par vos pères. Non, c'est pour vous que les nôtres vont voter, vous allez voir. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons voté pour Aloupé. Ils ont fait jouer 4 fois, je crois. 4 tours. Hein? Il faut les 2 tiers. Aloupé n'a pas eu les 2 tiers. Ah. Qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes réunis, on a dit bon, Aloupé ne peut pas passer. Bon. Voyons le deuxième choix. Le deuxième choix, c'est Madame Aïmona, femme remarquable que je connais bien. Je connais le mari qui est un homme de bien. Bon, votons pour le deuxième choix. Ah. Nous avons eu blocage. Un barrage. Un barrage. Je ne sais pas pourquoi. Les gens n'ont pas voulu de Madame Aïmona. Bon. Je suppose que c'est parce qu'elle a étiqueté politiquement. Je ne sais pas si elle a vraiment une étiquette politique elle-même, mais son mari est apparenté. Bon, voilà. Donc les gens ont dit non. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons commencé à nous concerter. On dit mais si on continue comme ça, est-ce le troisième? Bon, est-ce qu'on prend le troisième? Ah, faut se débrouiller pour voir si on peut prendre le troisième, parce que si on ne prend pas le troisième, ça veut dire que le dossier ira à la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle qui va faire le travail à la place des députés. Ah, la Cour constitutionnelle, vraiment. Hein? Il faut mieux s'en passer. Ah, enfin, moi je dis, écoutez, j'aime bien la Cour constitutionnelle, mais telle qu'elle est là, est-ce que vous êtes sûr que ça va donner tel résultat? Si nous devons nous dépouiller de nos attributs que la loi nous a donnés pour que la Cour constitutionnelle les exerce à notre place, je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution? On en était là. Lorsque des responsables de la mouvance nous ont dit qu'eux, ils sont prêts à soutenir la troisième. Pendant ce temps, aucun responsable de l'opposition, notez ce que je dis, aucun responsable de l'opposition ne m'a dit votons pour la dame. Je dis bien aucun. S'il y en a un qui vous dit que lui, en tant que responsable de l'opposition, est allé me voir pour me dire soutenons la dame, qui se montre? Aucun. C'est la mouvance qui m'a dit qu'il faut soutenir la dame. Et lorsque je ne connais pas la dame, croyez-moi, même à l'heure où je vous parle, je ne l'ai jamais vue, même pas à la télé. Même pas, parce que je ne regarde pas la télé, j'aurais pu la voir le jour de sa prestation de serment, il s'est trouvé que j'étais très pris, donc je ne l'ai jamais vue jusque-là. Vous n'allez à la télé que lorsque vous avez besoin de parler? Non. Quand les événements, allez voir la prestation de serment des membres de la Sénat parce que mon fils est dedans, quel intérêt?
Non, je n'ai pas regardé. Non, je ne sais pas qui c'est. Donc c'est la mouvance qui a proposé son nom. Bon. Des amis qui ne sont pas politiques, ce ne sont pas des responsables, parce qu'un ami dit je connais telle personne, c'est une chose. Mais qu'un parti politique, qu'un groupe politique vous dise prenez telle personne, c'est autre chose. Parce qu'il y a des engagements. Et en politique, les engagements sont souvent réciproques. Vous avez dit le mot. Donc, c'est la mouvance qui l'a proposé. Et quand je me suis renseigné, j'ai appris qu'effectivement, elle aurait été une ou deux fois déjà directrice de cabinet, que son mari aurait été conseiller du chef. Enfin, on m'a dit un tas de choses. Mais qui prouve qu'elle est plus proche de la mouvance qu'aucun autre bord. Donc c'est la mouvance qui l'a proposé. Comme nous avons dit, si ça nous permet de sortir des difficultés, nous votons pour elle. Donc c'est nous qui avons contribué à faire voter pour elle. Donc, nous n'avons rien contre elle a priori, c'est nous qui avons contribué à faire voter pour elle. Mais est-ce que nous avons fait voter pour elle parce que c'était normal? Mais nous avons demandé à la mouvance, mais quelle est la contrepartie? Bien sûr, la contrepartie. Tout comme une délégation de l'UN a été là-bas aussi, les voir aussi, pour dire quelle est la contrepartie. Vous comprenez? Nous, on nous a dit, bon, écoutez, qu'est-ce que vous souhaitez? Nous, on souhaite le poste de coordonnateur obligé. Nous souhaitons ça. Nous ne voulons pas la présidence. Parce que être président de la Sénat contre le gouvernement, regardez quand les pieds entre le président et avec le gouvernement, regardez ce que ça donne. À plus forte raison, prendre un président qui serait contre le gouvernement, c'est autant dire que la Sénat ne va pas fonctionner. Donc on a dit on ne veut pas. Donnez-nous la coordination obligée. Les autres aussi ont demandé la même chose. Ça veut dire quoi? Que c'est la mouvance, puisqu'elle est majoritaire, qui choisit le coordonnateur obligé. Et la loi dit, l'opposition n'a droit qu'à une place. Qu'est-ce que vous allez faire à notre place? Oui, mais monsieur le président, non. Mais lorsque la dame a tourné Kazakh à sa mouvance et s'est présentée pour être candidate à la vous savez qu'elle a tourné. Justement, c'est ça le problème. Moi, je n'ai jamais été informé qu'elle aurait tourné le dos. Il n'y a aucun responsable politique béninois. Je pèse mes mots. Mais lorsqu'elle a été candidate contre le candidat de la mouvance. Mais je l'ai su. On l'a su où? On l'a su dans la salle. C'était trop tard? Quand même. Mais on a en face de nous deux candidats de la mouvance. Nous avons en face de nous deux candidats. S'il y a un responsable politique béninois qui est venu me demander de soutenir la dame, de voter pour la dame, dis son nom. Dis son nom. Mais ça dans le journal, moi, un tel président de tel parti, de l'opposition, j'ai été demandé comme personne. Donc pour nous, nous avons considéré que c'était une démarche individuelle d'une personne qui voulait entrer à la Sénat et en être la présidente. Mais nous sommes des politiques. Nous nous sommes engagés à la faire élire. C'est difficile. Je vais vous donner un exemple. J'ai été élu président de l'Assemblée nationale en 99. En 99. La deuxième fois. La première fois, c'était pareil. Mon parti à lui seul n'avait pas la majorité au sein de l'Assemblée. Mais nous sommes concertés entre partis politiques. Saka Lafia, l'UDS, Kadunia, la RB et nous. Le conciliabule dont nous avons fait, c'est que l'UDS prenait la première vice-présidence. Kadunia prenait le secrétariat. Deuxième secrétariat. Et la RB prend deuxième vice-président
premier questeur, deuxième questeur, premier secrétaire parlementaire. Pour la seule RB. Nous avons donné notre parole qu'on va le faire. Lorsque nous sommes arrivés à l'Assemblée, on a fait pour le président, j'ai été élu. On a fait pour le vice-président, Lafia Saka a été élu. On a fait pour le deuxième vice-président, Wessou Aurélien RB a été élu. On a fait pour premier questeur, Wédicien a été élu. Les coups de fil ont commencé. J'avais fait une suspension, les coups de fil ont commencé à pleuvoir. Non, la RB a déjà eu la deuxième vice-présidence, plus le premier questeur, arrêté là, donné à d'autres. J'étais déjà élu président. Mais malgré ça, j'ai dit non. Nous sommes réunis, nous avons convenu de ça. Moi, je ne vais pas reprendre ma parole. Quand nous donnons notre parole, nous la respectons. Père Naoum, l'avons fait élire deuxième questeur parce que ce qui était prévu. À Tchodé, l'avons fait élire secrétaire parlementaire. Voilà. Nous préférons faire la politique comme ça. Le PRD n'a jamais fait la politique. C'est pour ça que souvent nous nous plaignons de trahison. Mais il vaut mieux. Quand tu donnes ta parole, nous avons convenu avec... Surtout lorsqu'en retour vous avez le poste de coordonnateur budget. Et nous avons en face de nous deux... Écoutez, imaginez, nous avons en face de nous deux candidats soutenus pour nous, qui sont soutenus par la mouvance. Et nous votons, nous dribblons le candidat officiel pour voter pour l'autre. Quand même. D'abord, nous n'aurions pas eu, c'est normal, nous n'aurions pas eu le poste parce qu'ils vont dire, mais comment ces gens-là, c'est comme ça qu'ils sont. Bon, on va donner ça à Fassinou. Nous, on n'a pas fait tout ce combat pour faire donner le poste nous n'avons rien contre Fassinou. On n'a pas fait tout ce combat pour faire donner le poste aux autres et pas à nous. Et je vais vous dire pourquoi nous avons tenu à avoir ce poste. Mais pour Koslepi, les choses étaient bloquées. Les choses, vous vous souvenez, on voulait la parité. Parité. Moi, c'était bloqué. C'est le PRD qui a dit, écoutez, nous n'avons pas, à cause de la parité, arrêté tout le processus. C'est nous qui avons dit non, nous on est prêts à leur donner un de plus pour qu'il y ait 3 et 2. Ça a permis d'avancer. Pour la Sénat, si nous étions braqués, dit non, ça reste comme ça. Mais la Sénat n'aurait même pas été installée jusqu'à maintenant. Ou alors la Cour constitutionnelle nous aurait sorti une décision, peut-être que ça nous aurait fait plaisir, peut-être que ça ne nous aurait pas fait plaisir. Plutôt que cette incertitude, nous avons préféré régler le problème politiquement. Je veux dire aussi que dans toutes les démocraties au monde, surtout dans les démocraties parlementaires, en dehors des postures, les responsables politiques doivent pouvoir se voir, se parler, négocier et trouver des solutions. Mais négocier ne se fait pas au sein de l'opposition. Ça veut dire que non. Les blessures de 2011 je regrette. On peut être de l'opposition et discuter, négocier. Sinon on bloque tout. Mais pourquoi ça ne se fait pas au Bénin? Oui. Bon, je ne sais pas pourquoi ça se fait, mais ailleurs ça se fait. Ailleurs, ça se fait. Dernièrement, François Hollande a nommé Jacques Toubon, pourtant qui n'a pas renié son appartement, l'a nommé à un poste important là, récemment. Ça se fait dans toutes les démocraties parlementaires. On a la posture. Au sein de l'opposition au Bénin, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? De vous parler. Mais non. On s'est parlé. Après, je vous ai dit, il y a eu ceci. Je ne veux pas aller plus loin. On s'est parlé, on s'est dit beaucoup de choses. Mais il arrive des moments où les partis ont des intérêts. C'est normal. Si Fassinou avait pu être élu, il aurait été élu. Mais justement, parlant des intérêts, le PRD a eu des intérêts, mais Adrien Ouguéyi aussi en avait, et puisqu'il a envoyé son fils à la Sénat. Les Béninois ont besoin de savoir. Oui, mais je veux le dire. J'ai rien. Si j'ai accepté de venir devant vous, pas des amis. On n'est non plus des adversaires. Oui, mais vous n'êtes pas des amis. Donc si j'ai accepté de venir répondre à vos questions, c'est parce que je n'ai pas peur de répondre. Ça fait 25 ans que je suis là. Il y a de grands enfants, on ne sait pas. Il y a des enfants dont la formation leur aurait permis de devenir député déjà, de devenir maire déjà.
ma position sur l'échiquier, ma position à la tête du parti me permettait de faire ce genre de promotion. Je ne l'ai jamais fait. Et je me fais parce que je suis contre la politique clanique. Je ne l'ai jamais fait parce que je considère que mes enfants, surtout ceux-là, ont suffisamment souffert pour la politique. Moi, j'en ai souffert. Ils avaient quel âge, 7 ans, 8 ans, 9 ans, quand ils ont été arrêtés avec leur mère, ils ont été obligés de quitter le pays, ils en sont traumatisés. J'ai dit non. Les souffrances, moi je les endure jusqu'à ce que je sorte, et on en reste là. Donc je ne voulais pas que mes enfants approchent la politique. Maintenant, ce qui s'est passé ici, c'est quoi? C'est que, et nous avions déjà choisi quelqu'un d'autre pour aller à la Sénat. Nous avions déjà prévu que quelqu'un d'autre irait à la Sénat. Mais à l'approche de la désignation, les pressions ont été telles que nous avons compris que les enjeux étaient énormes. Parce que non seulement nous avions les pressions au niveau politique, mais nous avions aussi d'autres pressions de gens ou de groupes qui voulaient à tout prix contrôler le Sénat. La Sénat. Tu ne voulais pas donc désigner votre maman à votre place, par exemple? Non, mais attendez, vraiment, je voulais contrôler la Sénat. On s'est réunis. On se réunit. Cette histoire-là, il faut faire attention. Dans les autres Sénats, où nous avons eu des membres, nous avons tous été déçus par leur comportement. Et les enjeux n'étaient pas comme celui-ci. À plus forte raison, cette Sénat, avec les pressions, il vaut mieux que nous ayons quelqu'un dont la proximité nous garantisse un peu qu'il va rester loyal jusqu'au bout. Et lorsque la question s'est posée, c'est tout de suite et unanimement que les gens ont dit: mais président, mais pourquoi vous ne mettez pas votre frère? Mettez-le. S'il lui trahit, bon, ça veut dire que vous-même vous aurez trahi. Et puis voilà, on n'a pas dit qu'il ne peut pas trahir, mais s'il trahit au moins, ça veut dire que vous-même, vous nous avez trahi, vous avez trahi tout le parti. C'est comme ça. Et le pauvre, l'Assemblée, je crois, s'est réunie un mardi. C'est le mardi matin, à 8 heures, qu'on a appelé pour dire: est-ce que tu as un CV disponible? Il a envoyé par mail un CV qui date de Mathusalem, qu'on a corrigé. Et c'est comme ça qu'il s'est trouvé membre de la Sénat. Voilà la vérité. Oui, la vérité, c'est que aussi on ne vous attendait pas sur ce registre. Vous laissez ça aux autres. Oui, d'habitude je laisse ça aux autres. Oui, j'aurais voulu encore le faire. Mais je vous dis, voilà le contexte. Voilà la pression. Si je voulais faire la promotion d'un enfant, ce n'est pas Sénat, membre de la Sénat, coordonnateur Sénat, c'est pas la promotion, non. J'aurais attendu les prochaines élections législatives et j'aurais proposé au parti de le mettre tête de liste. J'aurais proposé au parti de le pousser qu'il devienne maire. Et ça m'a été proposé à plusieurs reprises. Non, on l'a mis tout simplement parce que on estimait qu'il est utile pour que nous sachions ce qui se passe là-bas à la Sénat et pour qu'il soit loyal. C'est tout. Maintenant, si vous souhaitez qu'on le retire, dites non. Nous n'avons pas de gens, monsieur le président. Non, nous n'avons même pas de position là-dessus. Nous faisons juste vous rapporter ce que disent vos compatriotes. C'est qu'ils disent que Maître Ngouilly a gardé cette posture-là tout le temps. Oui, mais là, est-ce que ce n'est pas parce qu'il est folklore qu'ils se disent pourquoi ne pas faire comme les autres? Mais c'est folklore. Il ne pourra plus être candidat aux élections présidentielles. Moi, je dis folklore de rien. Sous folklore, pour les élections présidentielles, jusqu'à nouvel ordre. Enfin, il n'y a pas que la présidence de la République dans un pays. Je suis folklore pour rien. La vraie folklosion, c'est la santé, c'est la vie. Je touche du bois, je remercie le Seigneur, je me porte assez bien, je suis en vie. Donc je peux encore me retrouver sur n'importe quelle autre scène électorale. Donc ne dites plus folklore. Folklore de quoi? Maître Adéon, on est d'accord. Maître Adéon, si aujourd'hui donc on vous demandait d'apprécier, est-ce que le président Soglo, qui à l'époque a vite envoyé son enfant en politique, est-ce que les autres qui l'ont fait, le président Yahi qui a nommé son fils au niveau du conseil présidentiel des investissements, est-ce qu'ils avaient raison de le faire? Quels
Qu'est-ce que vous répondrez aujourd'hui? Je ne les ai jamais jugés, en tout cas publiquement, vous le savez bien. Oui, tout à fait. Jamais, je les ai jamais jugés. Je ne me permettrai pas de les juger. Chacun sait ce qui le motive à poser un acte. Moi, je suis venu pour vous dire le motif, la raison pour laquelle Maître Frédéric Moubéyi était à la Sénat. Voilà, nous voulions quelqu'un dans la proximité nous garantisse quand même la loyauté, parce que si nous avons travaillé pour que cette Sénat soit en place, si nous avons débloqué des situations, c'est parce que nous voulons qu'il y ait la transparence. Nous voulons quelqu'un quand même qui regarde un peu de près pour dire bon, voilà comment ça se passe. Voilà. Nous allons continuer ce débat et nous allons revenir sur les questions qui préoccupent aussi les Béninois, notamment cette question de droit de grève au niveau des magistrats, au niveau de l'Assemblée nationale, qui pour une fois l'Assemblée, on a vu les débats ont été très rudes, le PAD a eu une position, finalement la loi a été retirée et on ne vous a pas entendu personnellement vous exprimer sur cette question. Vous avez l'occasion de le faire parce que vous avez commencé. Si vous voulez que j'intervienne et que je parle à propos de tout, ce n'est pas gérable. Cette histoire, vous connaissez le PRD depuis toujours. Vous savez, nous avons une ligne. La ligne du parti en ce qui concerne les libertés publiques depuis 25 ans n'a jamais varié d'un pouce. Nous avons toujours été du côté de ceux qui sont brimés contre ceux qui veulent brimer. Toujours. Je défie quiconque de citer un exemple contraire. Même lorsque nous étions au gouvernement du président Kérékou. Je ne veux pas citer des exemples parce que je risque de donner des noms, de rappeler des faits, ça risque de blesser des gens. Mais même quand nous étions dans ce gouvernement, la ligne a toujours été ça. Alors, quand le problème, et récemment, quand le gouvernement a frappé les syndicats, nous sommes intervenus, nous avons parlé sérieusement, oui ou non? Oui. Bon, lorsque on a empoisonnement, on a arrêté des gens, nous avons dit, vous vous souvenez, nous avons dit compassion, puisque nous étions allés voir le chef de l'État. Mais nous voulons que la justice se prononce. Ouh là là, quel crime n'avions-nous pas commis? Hein? Les gens ont dit jamais on ne peut pas faire confiance à la justice béninoise, elle est corrompue, elle est pourrie, jamais, jamais, jamais. Mais nous on a dit non, nous n'avons pas d'autre justice que notre justice, c'est à elle qu'il faut faire confiance. Finalement, est-ce que c'est une justice étrangère qui a prononcé le non-lieu? C'est pas le juge de Cotonou, c'est pas la cour d'appel de Cotonou. Et dès que ça a été prononcé, nous avons fait un communiqué que j'ai là, qui a dit écoutez, ça suffit, maintenant libérez tout le monde, car tous ceux-là qui sont là encore, c'est des otages d'État. Nous avons fait ça ou nous n'avons pas fait ça? Mieux, nous avons pris une loi, nous avons fait une proposition de loi pour que demain, lorsque la cour d'appel, chambre d'accusation, prendra une décision de non-lieu, que l'on mette automatiquement les gens en liberté. Sinon, vous comprenez ça veut dire la chicotte qui frappe la première femme finit par frapper la prochaine femme. Voilà, donc nous avons une ligne. Alors, à propos de cette histoire des magistrats, c'est quoi? Les magistrats demandent au gouvernement de respecter les règles de fonctionnement de leur corporation. Ils n'ont pas inventé ça, c'est la loi. Et c'est une tradition héritée depuis la coloniale. Il faut respecter. Si ce n'est pas bon, il faut une proposition de loi pour rectifier. Mais on ne dit pas, nous ne respectons pas la loi. Vous faites grève. Nous allons vous interdire de gréver. C'est ça le problème. Et notre position, je vais vous faire un aveu. Il n'y a même pas eu de concertation au niveau du PRD. Ça me paraissait tellement évident que nos députés ont agi spontanément. Nous n'avons pas signé la proposition de loi. Aucun député PRD n'a signé la proposition de loi supprimant le droit de grève. À la commission des lois, notre représentant a voté contre le projet. Hein? Donc qu'est-ce que... Et ensuite, en plénière, vous êtes journaliste de télévision, vous avez vu la dernière scène. J'ai dit ça, c'est l'œuvre de Dieu. La dernière scène qui a mis fin au débat, c'est la scène entre Okunlola et
Edmond Zissou qui est un homme habituellement très calme, et Okunlala aussi qui est un garçon remarquable, qui est très bien. C'est parce qu'il a pris le diable est rentré là. Zissou a dit ça suffit, ne mettez pas le pays à feu. Okunlala s'est fâché, il a quitté son pupitre, il est venu pour lui dire mais pourquoi tu dis ça? Et ils ont même failli. Bon, si bien que le Bénin tout entier a vu ce qu'on voulait cacher, à savoir que le PRD est contre cette loi. Et voilà, mon cher André Doussa. Voilà. Donc je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de procès d'intention. Mais en fait, c'est fait espèce, c'est pour les gens veulent à tout prix que le PRD là, ça disparaisse. On n'est pas prêt de disparaître. Non, mais Monsieur le Président ne vous souhaite pas de disparaître. On n'est pas prêt de disparaître. Mais par rapport est-ce que mon explication sur ça là, est-ce que c'est convaincant? Non, mais parce que je veux que chaque chapitre de votre réquisitoire, que vous abandonniez les poursuites sur chaque chapitre. Là, vous parlez à vos compatriotes, non, je essaie juste de vous poser des questions par rapport à cela. Et justement, par rapport à cette question de droit de grève des magistrats, vous avez vu l'attitude un peu du président de l'Assemblée nationale qui ne s'est pas retrouvé avec son camp. De toute façon, ne lui a pas facilité la tâche et tout ce qui en est suivi. Si on vous demandait vos appréciations par rapport à cela. Écoutez, le président de l'Assemblée, il y a le président de l'Assemblée. Vous l'avez été pas deux fois. Oui, mais chacun préside une institution avec son tempérament, avec ses convictions. Et moi, je ne veux pas le juger parce que lui, il est président d'une Assemblée dont il est membre de la majorité. Hein? Moi, j'ai été président 2 fois. Chaque fois, opposé au gouvernement. La première fois que j'ai été président de l'Assemblée, je l'ai été contre le candidat du gouvernement. Et la deuxième fois que je l'ai été aussi contre le candidat du gouvernement. Bon, donc ma posture est d'office fixée. Cependant, j'ajoute que ce n'est pas parce que j'ai été élu par l'opposition que j'ai fait la politique de l'opposition. Pendant les 2 fois où j'ai été président de l'Assemblée, tout s'est passé correctement, les lois ont été votées, je n'ai fait obstruction à rien du tout. Donc je ne veux pas juger le président Nago, je crois qu'il a fait ce qu'il estimait pouvoir faire, qu'il estimait devoir faire. Voilà. Monsieur le Président, nous avançons vers la fin du débat, mais nous allons évoquer certaines questions sur lesquelles vos compatriotes vous attendent. La mairie de Porto-Novo. Oui. Bon, après ça, il reste la mairie de Porto-Novo. Bon, pour la mairie de Porto-Novo. Oui, pour la mairie de Porto-Novo. Non. Pour la mairie de Porto-Novo, je vais vous dire. Il faut laisser les électeurs de Porto-Novo régler le problème. Si ce n'était pas la prolongation que le gouvernement est en train de faire jouer aux élus locaux, bon, le problème aurait trouvé une solution dans un sens ou dans un autre. Moi, je suis un démocrate. Le problème, de quel problème s'agit-il concrètement? C'est ça que je dis. Il y a désormais un divorce politique. Il n'y a que les électeurs. Quand il y a un divorce comme ça, c'est les électeurs qui tranchent. Moi, je suis partisan que les élections se fassent. Bon. Mais en attendant, avant les élections, est-ce que vous ne pouvez pas laisser l'actuel maire mener sa politique? Qu'est-ce qui l'empêche? Moi, je suis intervenu 2 fois. Mais il a dit que vous demandez non, mais lui, il a déjà dit. Lui, il a dit, j'ai demandé au conseiller de ne pas faire. Vous étiez là, vous. Non, c'est lui qui l'a dit. Vous étiez là, vous. Moi, j'estime que ma statue et le rôle que j'ai joué et que je joue dans ce pays ne me permettent pas de rentrer dans les querelles de bas étage. Je pense que c'est une querelle de bas étage. Moi, je n'ai eu de différend avec le maire de Porto-Novo que sur 3 dossiers. Pourtant, ça fait bientôt 7 ans qu'il est là. 3 dossiers. Et c'est un avis que je donne. En tant que président du parti auquel il appartient. Le dossier de la construction de l'hôtel de ville de Porto-Novo, dont il voulait commencer les travaux, qu'il voulait commencer à creuser les fondations, alors que le budget de la ville ne permettait pas de faire un investissement de 5 milliards. J'ai dit, il y a déjà suffisamment d'éléphants blancs dans la ville
de Porto-Novo, il vaut mieux, d'abord la loi l'exige, il faut d'abord boucler le financement. Une fois que le financement est bouclé, vous ferez. Je l'ai dit maintenant, cela, il y a plus d'un an, il y a 1 an et demi, pour moi c'est fini. S'ils veulent construire l'hôtel de ville sans financement, ils veulent commencer. Moi, j'ai dit. Peut-être président de son parti politique. Premier point. Laissez-moi. J'ai dit qu'il y a 3 dossiers. Il faut que je donne les 3 dossiers après vous. Le deuxième dossier, c'est l'histoire des bus. Ces bus. Ce serait une bonne chose que Porto-Novo soit doté d'un service de bus comme toutes les grandes villes du monde. Et dans le cas d'espèce, c'est la ville de Lyon qui voulait nous donner des bus. J'ai dit quoi? J'ai dit, je pense qu'avant de prendre les bus n'arrivent, faites d'abord une étude de rentabilité. On me donne 20 bus, 20 ou 25 bus, on me donne 25 bus. Est-ce que j'ai les moyens de les faire tourner? Est-ce que le budget de ma ville me permet de payer le gazole, de payer les chauffeurs, de faire tourner les bus avec le budget de la ville? Si vous avez les moyens de le faire, faites-le. Mais si vous n'avez pas les moyens de le faire, les bus seront condamnés à être garés à l'hôtel de ville. Oui, c'est tout ce que j'ai dit. Est-ce que je ne sais pas si c'est une faute, mais c'était mon devoir de le dire. Au moins on sait que je l'ai dit. Et le troisième dossier, c'est l'histoire du jardin. Jardin public. Je ne sais pas quand on fait un jardin public à Porto-Novo. On m'a demandé mon avis. Les conseillers m'ont dit on est même au courant de rien. Ce qui est vrai. On apprend seulement qu'on veut faire. Donc c'est à tel endroit. Moi, mon point de vue, c'est qu'un jardin public, il y en a. On veut le mettre dans le 3e arrondissement. Il y a déjà Bayol. Il y a le grand jardin des plantes. S'il faut faire un 3e jardin, il vaut mieux le faire dans un autre dans un autre arrondissement pour que toutes les populations en profitent. Et certains conseillers avaient proposé Doha qui est l'arrondissement le plus peuplé on peut le mettre là pour que les populations de Doha aussi aient un jardin public. C'est ça. Bon. Ça n'a pas été fait. C'est une autre décision politique qui a été prise contre la majorité du conseil. Moi, mon problème. Pas de problème. Donc c'est tout. Donc sur 7 ans, les 3 cas où j'ai des problèmes avec le maire, je ne veux pas discuter de ça. Monsieur le Président, nous allons poursuivre et nous allons aborder une question qui vous concerne personnellement. C'est cette question de remboursement des frais de campagne. Par rapport à cette question, la loi a prévu que lorsque vous êtes candidat aux élections présidentielles, que vous obtenez un certain nombre de suffrages, que l'État vous rembourse une partie de vos frais de campagne. Dites-nous, à ce jour, est-ce que c'est fait? Non, mais c'est pas fait. Mais vous savez, de temps en temps, je lis Internet. Je lis beaucoup d'insanités qui sont racontées là-dessus. Ça m'amuse. Ça m'amuse. Non, c'est pas fait. J'ai été candidat en 2006. J'ai eu 10%. Ça n'a pas été payé. Jusqu'à ce jour. J'ai été candidat en 2011. Jusqu'à maintenant, on m'a donné 200 millions. Et du jour où j'ai dit carton rouge pour la Constitution, on ne m'a pas payé. Donc je ne suis pas payé. Mais est-ce que ça m'empêche de dire ce que je pense, les amis? Est-ce que ça m'empêche de dire ce que je pense? Non. J'espère que tôt ou tard, on va me payer. Moi, je voudrais dire ceci à ceux-là. J'avais 30 ans. À 30 ans, la maison où j'habite actuellement, j'en étais déjà propriétaire. La maison qui est à côté de l'immigration, c'est à moi. C'est là où j'habitais. Cocotier, c'est à moi. J'avais mon cabinet d'avocat. J'avais un cabinet d'assurance à 30 ans. Donc j'ai gagné de l'argent très tôt. Un jour, pour raison politique, le gouvernement me prend tout. Non, me prend tout. Ça a duré 15 ans. Je ne suis pas mort. Je suis revenu au bout de 15 ans. On a dit on va indemniser tous les spoliés. On a indemnisé tout le monde.
moi, c'est pas petit coup, pas petit coup, pas petit coup. Il y a à peine 2 ou 3 ans qu'ils m'ont payé encore 15 millions. Je ne suis pas mort. Donc ça, puisqu'ils me le doivent, c'est la loi, c'est pas moi qui ai fait la loi. Même la loi nouvelle qui a été votée cette année, la loi électorale, dit qu'il faut rembourser ceux qui ont 10%. Donc ils vont me payer, tôt ou tard. S'ils ne me payent pas, même si je meurs, ils vont payer ça à mes héritiers. Donc on dit que à cause de choses, de frais de campagne, je vais mes opinions, est-ce que vous avez l'impression que j'ai renoncé à une de mes opinions depuis bientôt 2 heures que nous parlons? Non, nous n'avons pas cette impression, mais est-ce qu'on vous l'a demandé? Demandez quoi? De renoncer à vos opinions pour être payé? Non, jamais. Jamais. C'est sur Internet qu'on lit des inepties comme ça. Jamais. Personne ne m'a jamais demandé ça. Le gouvernement ne m'a jamais demandé ça. Je ne sais pas s'il y a une dernière question avant la conclusion. Oui, il y a quand même quelques questions de téléspectateurs. Oui, allez-y. Également des contributions. Il y a un téléspectateur qui doit certainement être un militant PAD qui dit, lorsque vous dites que pour les questions de l'AOT, vous avez envoyé votre fils, M. Mbedi, à la Sénat, est-ce que ça ne tend pas un peu à douter de la qualité des autres militants que vous avez à vos côtés? Non, je ne doute pas. Je ne doute pas de la qualité des autres militants, mais c'est le principe de précaution. Je dis, nous avons été à plusieurs Sénats. À chaque fois, ça s'est passé comme ça. Et ils le savent. Je ne crois pas que je sois un militant PAD. Parce que si c'était un militant PAD, il vous dirait, oui, tel Sénat, ça a été un tel. Voici comment ça s'est passé. Tel Sénat, ça a été un tel. Voici comment ça s'est passé, ainsi de suite. Et les militants PAD trouvent tout à fait normal et applaudissent la mesure qui a été prise. C'est moi, au contraire, qui suis réservé là-dessus. Le PAD a-t-il toujours pignon sur rue dans l'OME? Vous avez affirmé au cours de cette émission que le gouvernement perdrait l'OME et d'autres encore, d'autres fiefs qui vous appartiennent, quand on sait que beaucoup d'autres mouvements politiques se mobilisent dans ces différentes localités. Oui. Attendez les élections. Nous, on est pressés qu'on fasse les élections. Les élections. Nous, on est pressés. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure, est-ce que c'est pour faire du dilatoire? Au contraire, je dis le gouvernement n'a qu'à vite faire les élections. Ça nous permet aussi de savoir si nous sommes devenus peau de chagrin, comme on prétend. Votre mot de fin? Moi, mon mot de fin, pour une fois, ce n'est pas aux Béninoises et aux Béninois que je vais l'adresser. C'est au chef de l'État. Je voudrais demander au président de la République, compte tenu de la place éminente que les Béninois lui ont confiée, compte tenu de la situation de paix qui règne dans le pays au moment où il en a hérité, de faire en sorte que la paix continue à régner dans le pays. Je lui demande de faire l'impossible pour que les élections se déroulent à bonne date, afin que le processus démocratique puisse se poursuivre et continuer dans notre pays. Voilà mon mot de la fin. C'est donc à lui que je demande de prendre toute la mesure de la situation et de faire évoluer les choses. Merci Maître Adrien Humbedi. Maître Adrien Humbedi, tout au long de ce débat, nous avons voulu guérir de la maladie infantile du journalisme, c'est-à-dire la connivence. Voilà pourquoi nos questions n'étaient pas biaisées, étaient honnêtes et authentiques. À des moments, vous avez pensé que nous avons voulu vous jeter dans les cordes. Non, nous voulions juste vous faire sortir du bois pour que vos compatriotes tirent du meilleur de vous, parce que votre parole est devenue un peu rare. Et sachez que vous êtes toujours le bienvenu dans nos studios toutes les fois que vous le souhaiterez, et vos compatriotes ont hâte de vous écouter le plus souvent. Merci à mes téléspectateurs et bonsoir chez vous. Merci.